Je vais remuer, tiens. Alors, pourquoi écrivez-vous ? Vous voulez la version pour la presse ou la version... Alors, pourquoi écrivez-vous ? J'en sais rien, en fait, en réalité. Est-ce qu'il faut vraiment des raisons aux choses qu'on fait ? Je ne sais pas. Peut-être on pourrait répondre à cette question en la transformant un peu, en se disant non pas pourquoi, c'est-à-dire dans quel but, mais qu'est-ce qui vous a amené peut-être à l'écriture. Et moi, c'est vrai que en fait, si j'écris, c'est avant tout parce que je lis des livres et que je suis d'abord un lecteur avant d'être un écrivain. Et j'ai publié mon premier roman assez tard, j'avais plus de 30 ans. Mais avant, il y avait aussi un immense parcours de lecteur et une vraie passion pour la littérature. Donc si j'écris, c'est peut-être avant tout simplement, parce que j'aime les livres et parce que c'est vraiment mon univers, j'aime les toucher, j'aime les lire, j'aime les ranger dans ma bibliothèque, j'aime les sortir, j'aime les acheter et j'aime aussi les écrire. Voilà. Donc c'est un peu tout simplement pour ça, je pense une des raisons pour lesquelles j'écris. Comment écrit-on un amour comme celui de Paul et Maya ? Alors là, il va falloir... vous ignorez évidemment qui sont Paul et Maya. C'est un peu les personnages, deux des personnages principaux du roman Déserté qui vient de sortir. Paul, c'est un mathématicien allemand. Et Maya, c'est le grand amour de sa vie. Alors comment est-ce qu'on fait pour écrire une histoire d'amour ? En fait, moi, la plupart de mes romans sont des romans d'amour. Alors, peut-être parce que le romanesque et le genre du roman et celui de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a comme autre tension romanesque à part l'amour en réalité ? Pourquoi s'invente le roman ? Pour parler d'amour. Même les premiers romans qui sont des proto-romans, ce qu'on appelle quand même romans en grec et en latin, par exemple, ces récits-là servent à raconter des histoires d'amour. Le roman médiéval, c'est des histoires d'amour. Les premiers romans en français, Chrétien de Troyes, vous connaissez tous, c'est des histoires d'amour, des quêtes religieuses dans lesquelles on va rencontrer des histoires d'amour. Donc, Déserté, c'est un peu ça. C'est un roman dans lequel il y a une grande quête. Alors, c'est pas du tout le Graal, mais c'est un peu comment est-ce qu'on pourrait peut-être essayer d'échapper à l'histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire que le destin, le destin historique, la violence de guerre, comment est-ce qu'on peut essayer d'échapper à l'engrenage de ces événements ? Et est-ce que l'amour n'est pas une des possibilités, ou en tout cas un des moyens peut-être d'échapper à cette violence de l'histoire ? Donc comment on fait pour écrire une histoire d'amour comme ça ? Je ne sais pas. C'est peut-être ce qui me vient le plus naturellement. C'est-à-dire quand j'envisage l'écriture d'un roman, ça se passe très souvent en inventant des histoires d'amour, en réalité, des personnages. Alors, amour, au sens très large du terme, c'est pas forcément toujours un amour très bourgeois, hétérosexuel, très normé. Mais oui, il y a toujours plus ou moins des passions un peu empêchées quand même. Et dans ce livre-là, en fait, Paul choisit, après la Seconde Guerre mondiale, de s'installer à Berlin, et à Berlin-Est, dans la zone d'occupation soviétique. C'est un communiste convaincu qui a un peu été sauvé dans le camp de Buchenwald par les réseaux justement d'entraide communiste. Il a été résistant, membre du Parti communiste, et il va choisir de ne jamais quitter la RDA, et donc l'Allemagne de l'Est, et ce jusqu'à la fin. Il va être fidèle à cette possibilité du socialisme, alors tout en étant extrêmement conscient que, bien sûr, le régime a ses faiblesses, et
ce fameux socialisme qui doit devenir le communisme est toujours un peu remis aux calendes, mais il y croit quand même. Il se dit qu'un jour, voilà, tout cela arrivera. C'est un vrai militant convaincu. Alors que Maya, elle, dès 1949, c'est-à-dire au moment de la fondation justement de l'Allemagne de l'Est, elle va choisir de poursuivre sa carrière politique à l'Ouest. Elle aussi, plutôt socialiste que communiste, ce qui va devenir, après le SED, le Parti communiste est-allemand, elle est plutôt SPD, pour ceux qui connaissent l'Allemagne, et elle deviendra une politicienne très en vue, une des premières grandes femmes politiques de la deuxième moitié du XXe siècle à Bonn, autour de Konrad Adenauer et tous ces gens-là. Mais ils vont s'aimer quand même. Tout le temps, alors en se voyant assez peu, mais ils vont avoir une correspondance, un enfant, chacun de son côté du mur. Donc évidemment, ça suppose des voyages, des visites quand même, et de maintenir un lien amoureux au-delà des fluctuations politiques du XXe siècle, et notamment du mur de Berlin qui coupe vraiment Berlin en deux à partir de 1961. Donc c'est une histoire d'amour empêchée par la politique, mais extrêmement puissante, parce que Paul Hudbert aime écrire des lettres d'amour, tout simplement, à sa femme, et il le fera tout au long de sa vie jusqu'en 1995. Donc, comment est-ce qu'on fait pour écrire une histoire d'amour comme celle de Paul et Maya ? Je sais pas, on remonte ses manches et puis on leur fait un peu confiance. Voilà, on fait un peu confiance à la possibilité de l'amour. Pourquoi écrire 2 histoires en un seul livre ? Parce qu'on lit en Suisse, les livres sont très chers. Non, c'est pas 2 histoires en un seul livre. C'est vrai que on peut avoir l'impression quand on lit le roman, il y a 2 récits qui sont entrelacés. Et donc vous venez d'entendre l'histoire de Paul et de Maya, de Paul Hudbert et de Maya, sa femme. Et puis quand on commence le livre, en fait on commence pas par cette histoire-là. On se retrouve aux côtés d'un déserteur, un homme qu'on suppose jeune, on ne sait pas très bien, la guerre l'a vieilli beaucoup, qui vient de fuir justement, de déserter la guerre. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances, on ne sait pas très bien où, ni quand. On sait juste qu'il est dans un paysage qui fait penser à la Méditerranée, qu'on peut reconnaître par la présence de la mer, les plantes, les parfums. On est au tout début d'un printemps. Il marche pour fuir justement la guerre, juste avec un fusil, une arme, un couteau, et il va retrouver, un peu par hasard, les territoires de son enfance, et notamment une cabane dans la montagne, qui est un peu perdue, voilà, vers les hauteurs, et qui a à voir avec l'histoire de son enfance. Et puis, on va passer donc à l'autre histoire. Et en fait, ce qui m'est apparu, c'est que, puisque ce récit s'intéressait à de quelle façon on est un peu broyé par le destin historique, de quelle façon cette histoire du XXe siècle et du début du XXIe conditionne un peu toutes nos existences, j'avais envie de voir ça sur un plan beaucoup plus sensible, et de quelle façon cette violence de guerre affecte une existence très précise dans ce paysage méditerranéen. Et alors c'est difficile de ne pas raconter complètement toute l'histoire, mais on va voir qu'il y a évidemment des rapports entre l'un et l'autre. C'est un peu... c'est en tout cas comme ça que je l'ai écrit dans le roman, donc toujours déserté, là, qui vient de paraître. C'est un peu comme si vous aviez deux lignes parallèles.
Donc on sait que les parallèles sont censés ne pas... Enfin, en tout cas, dans un espace, dans une géométrie euclidienne, sont censés ne jamais se rencontrer. Mais justement, non seulement les mathématiques à la fin du XXe siècle et aujourd'hui ont considéré qu'il pouvait y avoir des espaces, enfin disons des façons d'envisager la géométrie où les parallèles ne sont pas forcément ce qu'on peut croire, et puis aussi, disons que ça permet de tracer des liens entre les choses. Voilà. Donc c'est pas parce que ces deux histoires, pour moi c'en est qu'une, mais elles se rencontrent et elles fabriquent comme un espèce de tore en fait, hein, des torons qui s'entremêleraient comme ça, en se croisant, hein, et en s'accompagnant l'un l'autre. Donc ces deux histoires dialoguent tout le temps. Je les ai écrites en même temps. Les chapitres sont alternés et elles se parlent par beaucoup d'aspects. Et puis il y a une espèce de jeu de pistes qui est assez... dont je ne donne pas la solution, évidemment, mais que les lecteurs aiment bien. Alors c'est plutôt un tel, c'est à tel endroit, c'est tel conflit, tel lieu, j'ai reconnu telle chose. Et je dis que voilà, tout est possible et tout est forcément vrai. Ça laisse en suspens la question du pourquoi. Encore une fois, est-ce qu'il faut vraiment toujours des raisons pourquoi? Moi, je ne sais pas. Disons que ça me semblait impossible d'écrire cette histoire autrement. Voilà, c'est comme ça qu'elle m'est apparue. En réalité, ça a beaucoup à voir l'importance de ce récit de désertion et de ce soldat a beaucoup à voir aussi avec la guerre en Ukraine et son apparition il y a donc, 1 an et demi, le moment dans ma vie, en tout cas le moment où la Russie envahit l'Ukraine, qui m'a fait vraiment revenir très fort cette question de la guerre et de la violence de guerre. Et on parlait de ces déserteurs russes et ukrainiens. Et c'est un sujet qui me touche depuis très longtemps dans mes livres, cette question de la violence de guerre. C'était une façon de l'envisager depuis un autre point de vue. C'est-à-dire là, on ne va pas voir la guerre en elle-même, pas du tout. Mais on va se poser cette question dans ces deux histoires. Est-ce que c'est possible d'échapper à la violence de guerre? Est-ce que c'est possible de se défaire de l'histoire? Est-ce que c'est possible de trouver une forme de bonheur, ou en tout cas une forme de rédemption, de sortie du crime, de la violence et de la roue de l'histoire? Ce qui rejoint un peu ces deux récits. Quel mot vous inspire le plus de douceur? C'est une bonne question. C'est pas facile de répondre à ça. Il faut me laisser un peu... Alors, à quoi j'associe la douceur? Comment est-ce que les mots nous inspirent? Voilà la vraie question. Est-ce que c'est par leur son, ou par ce qu'ils représentent, ou par la calligraphie, comme suggère Madame? Est-ce que c'est leur... J'en sais rien du tout. Joker, j'y reviendrai. L'écriture est-elle une discipline? Non. L'écriture n'est pas une discipline, mais requiert une certaine forme de régularité, et dans mon cas en tout cas. Alors pourquoi? Pas que l'écriture soit plus exigeante que n'importe quelle autre chose, mais tout simplement parce que l'écriture romanesque, l'écriture d'un roman, comme ça, on a beaucoup quand même de choses dans la tête, de personnages bien sûr, d'histoires, de lieux, de temps, mais aussi de choses beaucoup plus subtiles qui sont des rythmes, des phrases, des mots, et ainsi de suite. Quand on en sort, c'est-à-dire quand on s'interrompt pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, ça prend beaucoup de temps pour retrouver en fait le lieu mental dans lequel on se trouvait au moment où on était en train d'écrire. Donc ce que ça requiert, c'est de la régularité en fait, plus que de la discipline, dans mon cas, parce que
sinon ça prend un temps infini de revenir un peu à l'endroit où on était. Donc quand je suis dans un chantier romanesque, il me faut au moins des grandes périodes de temps où je puisse y être quotidiennement. Sinon, je m'éloigne un peu du roman en cours et ça me prend très longtemps pour y revenir. Donc plus que de la discipline, qui n'est pas un mot très doux en soi, la discipline, et c'est plutôt de la régularité, quoi. Lukum, peut-être, le mot, lukum. Non, c'est pas mal. Lukum, c'est à la fois le mot est doux en lui-même, mais en plus le là, et en plus la chose en soi, avec le sucre glace et le... Hein, alors ce qui est drôle, c'est que lukum, ça vient de l'arabe, mais qui signifie pas du tout cette matière-là. Ça vient de la bouchée. Parce que c'était des choses qu'on mangeait en une bouchée. Le nom arabe de cette espèce de pâte, ça s'appelle la raha, qui veut dire justement quelque chose de très doux et de plutôt tendre. Donc voilà, il y a une grande tendresse dans ce mot, lukum. Que pensez-vous de cette citation ? Les écrivains sont des monstres, Henri de Monterland. Ce serait bien, mais ce serait pas mal d'être un monstre, de se dire ouais, je suis un monstre. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, quoi. Il y en a peut-être, j'en fréquente beaucoup pour rien vous cacher, mais ils sont pas très monstrueux. Enfin, j'en connais pas de vraiment monstrueux. Peut-être les écrivains, quand on les lit, c'est plus... c'est souvent leurs œuvres qui peuvent être monstrueuses. Le monstre, c'est ce qui est difforme et qu'on enseigne, ce qu'on montre aussi, le monstre. Et c'est ce qui n'est pas comme nous. Alors, est-ce qu'il y a une véritable différence dans les écrivains ? Je ne le crois pas. Moi, je ne pense pas tellement à... j'ai du mal de... Cette idée un peu... dont on voit d'où elle vient, de penser la création comme une forme de communication avec la différence, qui vient du fait qu'on pensait les créateurs comme ayant à voir avec les oracles, cette parole poétique qui justement peut dire la différence, l'avenir, le secret, tout ça. Bon, je pense qu'on n'en est plus trop là aujourd'hui. Mais peut-être il y aura malheureusement, si ça continue comme ça, les écrivains seront des objets de foire quand il n'y en aura plus, quoi. Ça deviendra des monstres. On vous montrera le dernier écrivain. Alors, on vous montrera le dernier homme, la dernière femme qui sait encore écrire à la main, par exemple. Et alors, il y aura des spectacles. On montrera... il tracera sur un tableau « Longtemps, je me suis couché de bonne heure » et tout le monde applaudira. Ébahi. Voilà, peut-être dans quelques temps, ce sera comme ça. Mais pour le moment, vous savez, si vous allez faire un tour là sur les quais, vous verrez beaucoup d'écrivains qui n'ont pas l'air trop monstrueux. Quelle qualité préférez-vous chez l'homme ? Et alors, l'homme est écrit avec une majuscule. Je ne sais pas si c'est dans l'être humain ou chez l'homme au sens du masculin. L'être humain. Je pense que une des qualités que j'aime beaucoup, c'est la générosité. Tout le monde peut répondre à la générosité parce qu'on est bien que autrui soit généreux envers nous. Ce serait une réponse un peu égoïste, mais je pense que ma qualité préférée, ce serait plutôt la curiosité, au sens où c'est ce qui permet beaucoup de choses. Ça permet justement l'intérêt pour autrui et donc le déplacement vers l'autre. Voilà. Et la curiosité, pour moi, je pense peut-être, ou l'intérêt pour autrui est la qualité que je préfère peut-être chez l'être humain. Que pensez-vous de cette citation ? Gardez courage en sachant au préalable qu'on sera vaincu et aller au combat. C'est ça la littérature.
et c'est signé Roberto Bolaño. Alors, il se trouve que j'ai une relation, j'ose dire, assez étroite avec Roberto Bolaño, en tout cas avec ses livres. Lui, je l'ai croisé une seule fois à Barcelone, j'étais même pas encore vraiment écrivain, peu de temps avant sa mort, il est mort au début de l'été 2003. Garder courage en sachant au préalable qu'on sera vaincu et aller au combat. Alors ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'il rend à la littérature un côté épique. Et je pense qu'il doit y avoir dans la littérature un côté effectivement épique, épopée, et retrouver cette espèce de puissance, voilà, de l'épopée. Garder courage, c'est vrai qu'il ne faut pas perdre espoir quand on écrit des livres. Certains d'entre vous ont déjà commencé. C'est vrai qu'il y a des moments où on a envie de dire bon, allez, on arrête, ça sert à rien. Et non, c'est vrai qu'il faut garder courage. Sachant au préalable qu'on sera vaincu, je pense que ça rejoint un peu cette citation de Beckett, échouer encore, échouer toujours, échouer chaque fois plus, et toujours échouer. Oui, sans doute, l'écrivain est toujours vaincu par son texte. En fait, en réalité, il finit toujours par vous échapper des mains. Il y a toujours un moment où on le termine, on le donne, on le fait fabriquer, et on sait qu'il ne correspond pas jamais tout à fait à ce qu'on avait en tête. Oui. Et l'échec se joue là, entre le projet, la pensée qu'on peut avoir d'un livre, et puis le résultat assez minable finalement qu'on voit ensuite sur les étals des librairies. Donc peut-être c'est ça la littérature, mais c'est ça la littérature par défaut, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on aimerait qu'elle soit. En réalité, on aimerait justement la littérature qu'elle soit plutôt, qu'elle s'accorde à nos désirs. Vous savez, c'est cette citation d'André Bazin qui se trouve au début du film de Jean-Luc Godard, Le Mépris, qui est, je pense, un des moments les plus célèbres du cinéma de Jean-Luc Godard. C'est le générique du film. Parce que c'est un générique filmé avec cette fameuse voix off qui dit c'est d'après le roman d'Alberto Moravia. Tout le monde connaît ça, bref, avec la musique de Delerue. Et puis à la fin, on dit le cinéma crée un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris est l'histoire de ce monde. La littérature, on aimerait que ce soit ça, que ce soit justement le monde qui se conforme à nos désirs. Mais malheureusement, je ne sais pas si c'est la littérature en elle-même, dans mon cas le roman, ou nos désirs qui sont incommensurables, mais en tout cas, il n'y a pas toujours adéquation entre l'un et l'autre, quoi. Mais c'est une belle phrase néanmoins. Et Roberto Bolaño est un immense auteur. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Je peux imaginer beaucoup de façons de répondre à cette question. Non, je suis assez facile, j'ai le bonheur facile. J'ai le bonheur facile, non c'est assez simple, oui. Il faudrait peut-être poser ça à l'envers. Qu'est-ce qui vous rend malheureux ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait... Mais pour rester dans le monde de la littérature et pas celui de la Côte de Bœuf ou du Bordeaux. Non, je pense que ce qui me rend heureux en matière littéraire, c'est justement peut-être ce plaisir assez fugace, cette sensation de bonheur. Bonheur, ce serait un peu l'ataraxie, quoi. Le fait de ne plus ressentir aucun mal. Et ce qui me rend très heureux en littérature quand j'écris, c'est justement être entre deux pages quand j'écris et avoir cette sensation que la première me plaît et que la deuxième est déjà presque écrite dans ma tête et qu'elle va aussi bien se dérouler que la première, quoi. Ce moment-là, un peu de basculement où tout est absolument parfait
Et puis là, le chat saute sur l'ordinateur et tout est foutu. Mais il y a quand même ce moment avant le saut du chat où tout est à peu près parfait et on est absolument heureux. Quel est le grand fantasme du romancier ? Alors... Non, en fait, j'ai eu la chance d'en réaliser beaucoup. C'est-à-dire que le fantasme de la traduction, par exemple, c'est-à-dire de pouvoir tenir entre mes mains un de mes romans et ne pas pouvoir lire mon nom sur la couverture parce que écrit dans des signes que je ne pouvais pas déchiffrer, ça m'est arrivé. Et ça, c'est quand même assez dément. La traduction, c'est vraiment magique, et ça, pour moi, c'est extrêmement fantasmatique de voir ça venir. Ça, c'était extraordinaire. Ouais. Et ça l'est encore, hein, toujours recevoir un livre traduit, c'est un miracle, puisque c'est plus moi, c'est plus mon livre, mais en même temps, c'est quand même moi qui suis à l'origine de cette chose, qui est devenu un livre chinois, un livre hongrois, un livre japonais. Donc c'est extrêmement... sensation un peu de dédoublement. Et le plus grand fantasme du romancier, ouais, je pense que c'est des trucs comme ça. Après, il y a des choses étranges. Vous savez que j'ai obtenu le prix Goncourt, et c'est les seules fois de ma vie où on m'a reconnu dans la rue. À Paris, s'il vous plaît. Le lendemain du prix Goncourt, donc je marchais dans un quartier quand même assez littéraire, je suis pas très très loin des librairies, et un monsieur dans la rue enlevait son chapeau, me saluait, me disait félicitations, puis il est parti comme ça. Et j'ai trouvé ça assez classieux. Après, chez moi, dans la ville dont je suis originaire, à Niort, on m'a reconnu une fois au supermarché Leclerc. Et donc, avec mon caddie, c'est hyper... tout d'un coup, ça devient un peu gênant. J'étais là avec mon caddie, et un monsieur vient me voir, il me tend la main comme ça, il me fait « C'est bien de vous voir là. » J'étais un peu honteux, je regardais ce que j'avais dans mon caddie, voir... C'était... Voilà. Donc ça, c'est un fantasme que je ne peux plus avoir. Parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà. Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous ? Bon, je ne vais pas m'attarder sur le problème de logique que pose cette... Vous savez, c'est le truc des contes. Alors, qu'est-ce que tu souhaites ? Je souhaite un vœu de plus. Vous connaissez tous cette histoire, bref. Donc si je pouvais résoudre un problème dans le monde, lequel je choisirais ? Il y a tellement de problèmes dans le monde maintenant. Je me débarrasserais du mildiou. Qui bousille mon potager chaque été et mes vignes. Et non, c'est une blague. Qu'est-ce que je ferais, moi ? C'est une question grave. C'est-à-dire, j'ai une baguette magique, et quel est le monde ? Je pense que le premier problème, c'est un peu con comme réponse, mais je pense que je terminerai avec la faim dans le monde. Pourquoi ? Parce que c'est quand même impossible de construire quelque chose de développement si les problèmes de base ne sont pas résolus, c'est-à-dire l'eau, la nourriture, donc assurer l'eau potable et l'alimentation, c'est une des premières conditions du développement. Donc, c'est sans doute par ça qu'il faut commencer. Après, c'est extrêmement complexe parce que vous dites, ouais, mais c'est des zones de guerre, donc pour pouvoir avoir... il faut arrêter le conflit qui fait que ces zones souffrent de la malnutrition
et ainsi de suite. Donc, en fait, il faut tout résoudre d'un coup, quoi. Mais je pense que oui, je pense que tout le monde est d'accord. Dans l'ordre des priorités, c'est un peu ça. Et puis surtout, je résoudrais un peu... je ferai en sorte que tout le monde ait accès à des livres de Mathias Sénard. Et dans le monde entier. Et tout le monde s'en porterait évidemment bien mieux. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Alors, ça dépend de quoi il est mort et dans quel état il est. Donc il faut que ce soit quelqu'un plutôt qu'on imagine boire une bière au coin du feu. Là, j'aimerais bien quand même... j'aurais bien aimé ou j'aimerais bien discuter avec Gustave Flaubert, par exemple. J'aimerais qu'il me raconte en détail son voyage en Égypte. Ce serait pas mal. Et puis... ça, ce serait bien mal. Après, beaucoup plus lointain... J'aimerais bien boire. Alors, ce serait pas forcément une bière, ce serait plutôt du vin, et puis on serait pas forcément au coin du feu, mais dans une taverne de Bagdad, dans un monastère chrétien autour de Bagdad, avec le grand poète arabe Abou Nouas. J'aimerais bien être là et l'entendre réciter ses poèmes de boisson, et ses descriptions du vin et tout ça. Ça, ce serait une soirée qui serait pas mal. Ce serait pas mal. On serait aux alentours de l'an 800, là, à Bagdad, sous Haroun al-Rachid. Et la fameuse ville ronde, celle qui a été entièrement détruite en 1258 par les Mongols. Et donc oui, ça c'est vraiment un grand moment. Ça serait pas mal. Ça serait une bonne soirée, je pense. Question posée à Marianne Chaillan. La poésie peut-elle toujours dire l'amour? Ben, dis pas que ça, en tout cas. Dans toutes les situations? Non, la poésie lyrique... alors, autant le récit, le roman a pris en charge l'histoire d'amour, c'est-à-dire la relation amoureuse dans son début jusqu'à la fin, autant la poésie lyrique s'occupe du chant d'amour, et ce qui est différent. Mais notre poésie en langue vernaculaire, elle commence là, et c'est évidemment les troubadours. Le vrai chant, la poésie d'amour, c'est la poésie des troubadours. Les chants de l'aube, qu'on a appelé par la suite aubade, ça n'a pas grand-chose à voir, mais et cette poésie que moi j'adore de Geoffroy Rudel ou d'Arnaud Daniel, qui sont des immenses poètes d'amour. Bon, vous connaissez tous l'histoire de Geoffroy Rudel, sans doute. J'ai raconté ça parce que vous avez lu tous mes livres. Donc, j'ai raconté ça dans un ouvrage antérieur. Geoffroy Rudel, c'est un noble de la dynastie des Rudel, qui sont les seigneurs de Blaye. Vous voyez, sur la Gironde, à côté de Bordeaux. Et Joffre, comme on disait à l'époque, est tombé amoureux. Il est tombé amoureux d'une femme qu'il n'a jamais vue. Donc il n'a vu que l'image. C'est la princesse de Tripoli. Et donc au temps des croisades, cette magnifique princesse, Tripoli du Liban, pas Tripoli de Libye, qui était donc une ville croisée, qui appartenait à l'époque, je crois, au royaume de Jérusalem, toujours. Et puis il l'aime tellement qu'il lui écrit des poèmes, il développe ce concept qui est l'amour de loin. Et il l'aime absolument passionnément.
Et il va entreprendre le voyage. Alors qu'il a vu juste, sans doute, on pense, une petite image, un tout petit portrait, et encore en pied, mal dessiné, de cette princesse de Tripoli qu'il aime avec passion, et un amour tout à fait réel. Il prend le bateau, il organise donc le voyage pour la Terre Sainte. Entre-temps, évidemment, il lui a écrit tous ces poèmes d'amour qui lui sont parvenus. Donc, elle l'attend. Et puis, il tombe malade pendant le voyage. Il débarque à Tripoli, il est très malade. Et le temps de faire le trajet jusqu'à la princesse, il meurt dans ses bras. Pas mal. C'est pas mal. Et donc cette histoire d'amour de loin qui se résout en fait en quelque sorte dans la mort après ce voyage complexe de la mort de cette princesse. Voilà ce que raconte aussi la poésie, c'est cette comment dire ça, c'est pas l'excès, c'est une espèce d'hubris d'amour, quoi. L'amour tout puissant. C'est aussi ce poète qui est devenu un personnage mythologique qui s'appelle Qais ibn al-Mulawah, qu'on connaît mieux sous le nom de Majnoun Leila, le fou de Leila, qui est un poète bédouin, donc de la péninsule arabique des tout débuts de l'islam, au 7e, 8e siècle, qui tombe amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Leila, et il va en devenir fou d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'au départ, l'amour est partagé, et puis finalement, la famille de Leila décide que il n'est pas assez bien pour elle, il ne peut pas l'épouser, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il l'a vu, ils ont été un peu en contact, et puis parce que voilà, il y a des histoires de famille qui ne conviennent pas, et donc il est... Reis est éloigné de Leila, et il s'enfuit, il s'en va dans le désert, vivre son amour. Et il va écrire ses poèmes, il va vivre son amour à distance, sans elle. Et il aime tellement Leila qu'il va réussir à se passer complètement d'elle. C'est-à-dire que son amour va devenir si puissant qu'il peut vivre sans son objet. Et c'est lui qu'on appelle justement le fou de Leila, parce qu'il va voir, il est devenu complètement fou, il va voir dans le désert que des objets d'amour qui sont aussi Leila, les gazelles, les rochers, les oiseaux. Et cet immense amour va grandir tellement en lui qu'il va finir par l'engloutir tout à fait. Après, il y a des péripéties, il va recroiser évidemment Leila, et puis il va mourir, ils vont mourir tous les deux. Et il est un peu comme consumé par cet amour. Et évidemment, ça va devenir un des grands symboles de l'amour mystique chez les musulmans. Et on va écrire par la suite des romans en vers pour chanter cet amour parfait et mystique. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Je n'en sais plus rien. La poésie peut-elle toujours dire l'amour? Oui, oui. Hop. Est-ce qu'il y a seulement le désert? Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Je vous parlais du désert, et hop, est-ce qu'il y a seulement le désert dans le mot déserté? Il n'y a pas seulement le désert, mais oui, il y a le désert, bien sûr, dans déserté. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. Même si le désert fait une très très brève apparition par l'Égypte, vous verrez si vous lisez le livre, il y a un tout petit chapitre qui se passe en Égypte. Et le désert, c'est vraiment absolument fascinant. On parlait justement parce que pour son aspect mystique, enfin tous ceux qui ont aimé le désert et parcouru le désert en parlent. Et donc ce poète, le fou de Leila, est un des premiers poètes du désert. Mais il y a aussi le désert protestant, vous savez, c'est le refuge et le désert sont ces concepts aussi justement très liés à l'histoire du protestantisme. Et je crois même que le musée du protestantisme, il y a un musée du désert, si je ne me trompe pas, quelque part dans le sud-ouest en France. Donc, est-ce qu'il y a... En fait, déserter, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser sa place déserte, en réalité. C'est juste, tout simplement, partir, quoi. Voilà. Et laisser à notre place le désert.
Donc, oui et non. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire? Vous savez, quand on est enfant, on a toujours des... Oui, on vous demande toujours alors, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Et il paraît, c'est mon institutrice de première classe, petite classe, je me souviens plus lesquelles exactement, qui m'a dit assez récemment, j'ai retrouvé par hasard, comme ça, dans une rencontre en public, qui m'a dit je me souviens quand tu avais 8 ans, tu disais que tu voulais devenir écrivain. Alors comme quoi le monde est bien fait. J'en ai évidemment aucun souvenir. Et voilà. Merci. Non, merci à vous.